Je suis dans ma tente, je suis allongé sur mon matelas gonflable qui commence à se dégonfler parce qu'il est crevé. Je suis bien au chaud, j'avais froid, mes pieds sont encore un peu humides et froids, mais je me sens bien au milieu de nulle part. J'entends le vent qui souffle sur la tente à l'extérieur. Je vais bientôt m'endormir parce que je suis crevé. Bonne nuit. Salut tout le monde, bienvenue dans Les Aventuriers, podcast produit par La Fabrique Audio et à découvrir également sur le site de TV5 Monde Voyage. L'histoire qu'on va vous raconter aujourd'hui, c'est celle d'un jeune garçon. Il a 15 ans, il est malade d'un cancer, il est dans sa chambre d'hôpital et il aperçoit le poster d'un homme qui a gravi l'Everest. Ce poster, il est affiché dans sa chambre d'hôpital et c'est ce poster qui l'a motivé à poursuivre ses rêves et à sortir de cette chambre d'hôpital pour mener des aventures avec des potes, en réalisant notamment Lyon-Istanbul à vélo, des jours en autonomie, 20 jours en autonomie dans le Sarek, un grand désert de neige au-dessus du cercle arctique, 4 mois de ski de rando en Suède, 6 journées de survie et puis 30 jours de trek entre l'Albanie, la Macédoine et la Grèce, avant de réaliser son propre périple en solitaire, une traversée des montagnes du Haut Atlas marocain. Ce gars-là, c'est Gaël. Et c'est notre aventurier du jour. La Fabrique Audio et TV5 Monde présentent Les Aventuriers. Les Aventuriers, à écouter sur toutes les plateformes de podcast. Pour retrouver des destinations à ne pas manquer, ainsi que les actualités du tourisme durable, rendez-vous sur le site Voyage de TV5 Monde, voyage.tv5monde.com. Et pour plus de podcasts ou pour devenir sponsor des Aventuriers, lafabriqueaudio.com. Bonjour Gaël. Salut Florent. L'aventure a commencé pour toi dans ta tête finalement, c'était il y a quasiment 10 ans, ce petit garçon qui avait 15 ans, qui était dans sa chambre d'hôpital et qui rêvait d'aventure grâce à ce poster qui était en face de lui. C'était le poster de qui ? Eh ben, à vrai dire, je ne sais pas qui c'était. Je sais que c'était un monsieur qui avait gravi l'Everest et qui disait être lui aussi passé par là, être malade et qu'il avait réussi à gravir l'Everest. Et grâce à lui, du coup, il m'avait motivé à continuer à faire du sport à l'époque. Je faisais beaucoup de vélo et je me souviens que le matin, j'allais creuser mes bosses et l'après-midi, j'allais me faire perfuser, quoi. Cette maladie, elle m'a ouvert l'esprit un peu sur le fait de, j'ai envie de vivre chaque jour. Déjà, le moment présent, quoi. C'est-à-dire que j'étais quelqu'un de très souriant et même quand j'étais malade, en sortie d'hôpital, tout le monde me disait mais comment tu fais pour sourire autant alors que t'as un cancer, quoi. Mais même en dehors de ça, dans mon caractère, je suis quelqu'un qui avait envie de faire des aventures sportives et je pense que même sans cancer, j'aurais fait des aventures sportives. Mais un jour, j'ai décidé de dédier une de mes aventures à ce cancer-là. Donc ce que tu as fait, c'est que tu as fait tes études d'ingénieur et puis après tes études d'ingénieur, tu as pris 1 an carrément avec des potes pour faire différents challenges sportifs. Et donc là, je dirais qu'il y a eu un petit peu de tout. Il y a eu du vélo pendant 2 mois et demi. Il y a eu également du ski. Tu vas nous en parler. On était sur le cercle arctique. Il y a eu également du ski de rando cette fois-ci en Suède. Du trek également entre l'Albanie, la Macédoine et la Grèce. Et puis 6 jours de survie. Alors ça, je veux vraiment t'entendre sur la survie. Et d'abord, comment tu as trouvé tes compagnons d'aventure ? Parce que c'est pas évident de trouver des gens qui sont capables de faire 6 jours de survie, par exemple, ou 30 jours de trek. Ouais, c'est sûr. En fait, on était 2 à avoir monté le projet. Puis, il y en a un 3e qui est arrivé très rapidement. On était encore en école. Moi, j'ai fait l'ICAM, c'est une école d'ingénieur en prépa intégrée sur 5 ans. Et je suis passé en alternance en 3e année. Et normalement, à l'ICAM, entre la 2e et 3e année, quand on n'est pas en alternance, on a ce qu'on appelle l'expériment. C'est-à-dire qu'on part 4 mois faire un projet un peu similaire à ce qu'on a fait, des projets sportifs ou des projets qui nous animent avec un fil rouge. Et moi, j'ai pas eu l'occasion de faire ça, donc j'avais dit à un copain, c'est pas grave, moi je le ferai après mes études. Et du coup, c'est un de mes copains, Albéric, qui est parti, avec qui on a commencé à lancer. Il y a Com qui a rejoint la team. On a décidé du coup qu'on allait partir de Lyon jusqu'au Monténégro et revenir à Nice en vélo. Et là, on savait qu'il y avait un autre copain qui était intéressé pour faire ça, donc on a contacté Henri qui s'est rajouté au groupe. On s'est lancé dans ce projet-là de faire Lyon-Monténégro-Nice. C'était la période du Covid, première année de Covid, et toutes les frontières fermées derrière nous. Et finalement, arrivé juste avant le Monténégro, on a décidé de non pas rentrer à Nice, mais de partir en direction d'Istanbul. Lyon-Istanbul à 4, à vélo, ça a duré combien de temps ? C'était 2 mois et demi. 2 mois et demi de vélo. Au début, ça devait durer un peu moins de 2 mois parce qu'on avait un autre défi qui nous attendait à Nice.
On voulait partir en Corse, faire le tour de Corse en kayak, finalement qui a été annulé à cause du Covid. Du coup, on a gratté un peu ce temps-là qu'on avait en plus pour se dire bon en fait ça nous fait assez de temps pour aller jusqu'à Istanbul. Alors, est-ce que toi t'étais un cycliste à la base ? Est-ce que c'est faisable par tous, ce Lyon-Istanbul en vélo ? Globalement, on est tous plutôt sportifs, on va dire. Mais en tout cas, je pense que oui, c'est possible par tous parce qu'il y a beaucoup de vélos, il y a beaucoup de voies cyclables qui sont faites pour ça. Nous, on s'était donné des petits objectifs en plus, c'était de traverser les Alpes par les cols. Donc on a fait, je me souviens plus du nombre de cols qu'on a fait, mais un nombre incalculable. Et c'était, moi, c'était une des périodes que j'ai préférées dans ce trip-là parce que le fait de se dépasser, d'être crevé, mais d'arriver en haut et puis d'avoir un coucher de soleil, c'était royal, quoi. Du coup, vous aviez les tentes avec vous ou vous dormiez dans des gîtes ? On avait les tentes. On avait 2 tentes pour 4. Chacun, on a créé un peu un quotidien et au début, moi je m'étais dit bon, on changera tout le temps et puis moi j'aime bien changer un peu et j'ai d'autres copains qui aimaient plus leur quotidien et du coup on a gardé le même groupe de 2 à chaque fois pendant toute la traversée. Il y a eu des moments de tension parce que on le sait, quand on reste trop longtemps avec des gens, surtout 2 mois et demi, ça peut être long, et qu'il y a aussi des moments de fatigue. Quand on fait Lyon-Istanbul à vélo, c'est des kilomètres et des kilomètres. Tu l'as dit, beaucoup de cols à passer, donc la fatigue est bien présente. Est-ce qu'il y a des moments de tension du coup entre vous ? En fait, nous, on était quand même des bons copains entre nous. Chacun se connaissait un par un. On n'avait jamais fait d'aventure tous ensemble. Et ce qu'on a découvert pendant et même voire après le projet, c'est que on avait tous envie de faire un projet à vélo. On avait envie de faire Lyon-Monténégro-Nice à vélo ou Lyon-Istanbul à vélo. Et on n'avait pas forcément les mêmes envies, mais on le savait pas ça. C'est-à-dire que y en avait un qui avait envie de faire de la communication, faire des vidéos, du coup on devait s'arrêter de temps en temps. Il y en avait un qui avait besoin de faire beaucoup de kilomètres, qui était un très grand challenger au niveau kilométrique, qui voulait faire 100 bandes par jour, 200 bandes par jour. Il y en avait un qui avait plus envie de faire des rencontres et un autre qui avait plus envie de faire à passer un quotidien et dormir près du feu le soir, avoir un peu un quotidien, etc. Et du coup, au début, ça a créé quelques tensions, d'essayer de trouver un bon rythme et puis de s'adapter à chacun. Et à la fin, on a trouvé ce côté un peu sympa de cette connivence qu'on avait entre nous. On savait comment titiller les uns et les autres. On savait comment faire attention du coup aussi aux uns et aux autres pour certaines choses. Et du coup, on a réussi à avoir une philosophie de groupe qui était belle à voir. Toi, tu étais lequel des 4 que tu viens de nous décrire ? Moi, je suis les rencontres. Et alors, dormir justement, chez l'habitant, profiter d'une bonne douche, c'est ça que j'aime bien. Les rencontres, t'as pu en faire ? Vous avez pu en faire ? On s'est dit, on peut en faire de temps en temps. Je me souviens d'une très belle rencontre en Suisse chez un fermier. On est allé sonner chez lui et il nous a invités à dormir dans sa ferme. Donc on a dormi sur de la paille ce soir-là. Juste le moment était assez rigolo parce que on arrive là-bas, c'était en Suisse allemande. On commence à parler en anglais. Après, il nous dit non, on parle qu'allemand. Donc, on leur dit mais on parle aussi français. Du coup, il allait chercher d'abord sa femme, puis après son fiancé, qui parlait lui français. Et du coup, on a pu discuter avec lui. Donc, cette situation un peu cocasse qui nous a fait bien marrer. Et puis, on pensait qu'on allait juste dormir en fait sur la paille. On lui avait demandé si on pouvait laver nos vélos, donc ça c'était cool avec juste le jet d'eau pour les vaches. Et finalement, ils nous ont même invités à dîner. Et là, on a mangé. On était quand même des bons fringaleux quand on part faire du sport comme ça. Le soir, c'est important de bien manger. Et ils nous ont offert ce qu'ils appelaient une patate chaude. C'était pas juste des patates chaudes, c'était des patates avec du fromage, avec du vin, avec de la charcuterie. Voilà, c'était un super moment qu'on a passé ensemble. Lyon-Istanbul à vélo, à 4, ça dure 2 mois et demi. Qu'est-ce que tu as pris comme matériel du coup ? Est-ce que vous aviez des gravels ? Est-ce que vous aviez des vélos de route ? Est-ce que c'était plutôt des VTC ? C'était quoi le matos ? C'était des vélos de route. Ouais. Au début, on voulait faire l'école. Voilà, on avait chacun ses vélos plutôt typé route. Moi, j'avais un vélo vraiment de route. Il y avait Albé et Com qui avaient des vélos avec des roues de route, des pneus de route, mais le cadre un peu plus typé gravel. Et en fait, on s'est fait surprendre arrivé en Albanie, qui n'était pas prévu. Normalement, on devait s'arrêter au Monténégro. Et là, arrivé là-bas,
on change de terrain, on suit toujours les mêmes pistes sur notre GPS qui est les pistes jaunes, qu'on appelait les pistes jaunes parce que on utilisait Maps.me, une application, et on utilisait toujours les voies jaunes parce que c'était meilleur pour le vélo, c'est-à-dire que c'était à la fois roulant, il n'y a pas trop de monde sur les routes et ça reste raisonnable. Et on arrive en Albanie en suivant ces pistes jaunes et puis c'est que des chemins quoi. Et puis on a fait OK, on va essayer de trouver d'autres chemins et finalement on a fini comme ça sur que des chemins jusqu'à la Bulgarie, jusqu'à la Turquie quoi. Ça veut dire que si c'était à refaire, tu l'aurais fait avec un gravel ou avec un VTC ? Ça fait partie de l'aventure de se tromper et moi j'ai vachement, on s'est marré en fait, on a rigolé énormément de cette situation là de se dire bon bah OK, on part avec ça et puis finalement ah merde ça va pas trop, c'est pas trop adapté mais c'était rigolo, on n'a jamais eu de gros soucis à part les rayons d'Albé, 17 rayons en 2 mois et demi, ça fait beaucoup. Les crevaisons d'Henri, 20 crevaisons en 2 mois, ça fait beaucoup. Ouais. Et pourtant le reste, il y a eu très peu de crevaisons et très peu de rayons en plus de ceux-là quoi. Quelles ont été tes pires galères, vos pires galères ? On n'a pas eu d'énormes galères. On a eu des grosses frayeurs. On pensait qu'on n'allait jamais passer la Monténégro. C'était Covid, frontières bloquées, on n'avait pas nos passeports, on n'avait que des cartes d'identité. Moi, ma carte d'identité était périmée de 5 ans, mais normalement ça fonctionne encore pendant 10 ans. Mais en regardant un peu, on s'est dit putain, mais non, il faut qu'elle soit faite après 18 ans. Donc voilà, c'était petits problèmes de carte d'identité et de passeport et finalement il y a eu aucun souci pour passer la frontière. Et moi ce jour-là d'ailleurs j'étais pas avec eux parce que j'avais eu mon rayon qui avait cassé, mais sauf que mon vélo il avait des rayons spéciaux qui étaient pas du tout adaptés pour ce genre de voyage et j'ai dû faire un aller-retour en stop jusqu'à Split, donc ça fait une journée d'aller-retour en stop pour aller chercher juste mon petit rayon. Finalement j'ai même acheté une roue complète qui était cassée mais il y avait encore tous les rayons et je suis revenu et je suis reparti tout seul jusqu'à minuit, j'ai roulé et le soir je suis arrivé au Monténégro, j'ai réussi à passer la frontière et je les ai retrouvés après. C'était un moment aussi assez euphorique d'arriver dans la nuit et de se dire waouh, on a réussi à passer le Monténégro, c'est bon, on peut continuer quoi. Gaël, je vais te demander de mettre ta casquette de réalisateur de cinéma ou de documentaire tout de suite et d'imaginer quelle aurait été la bande-annonce que tu nous aurais proposée si jamais tu avais filmé ce Lyon-Istanbul A4 à vélo pendant 2 mois et demi. Il y aurait eu quoi dans cette bande-annonce ? Mais admettons que ça soit une bande-annonce avec 3 scènes mémorables de ce trip, 3 scènes qui veulent dire quelque chose. Déjà, moi, je mettrais un plan drone au-dessus de l'Albanie, au-dessus d'un endroit qu'on a passé. Il y avait une route hyper droite, toute droite, qui faisait peut-être 3 kilomètres, on va dire. Et il y avait que de la forêt autour. Et nous, on était au milieu de ça. Et c'était, en fait, ça image vraiment le côté grandiose de ces paysages. On était en automne, donc les feuilletons, c'est des paysages qui sont hyper beaux. Et on est tous les 4 à côté, les uns des autres. Donc déjà soudés aussi pour l'Albanie. C'est vrai que c'était aussi, à partir du Monténégro, on se connaissait bien, quoi. Déjà, ça faisait plus d'1 mois qu'on était ensemble, donc on avait déjà une connivence entre nous. Donc peut-être cette image aussi à 4, un plan rapproché, où on est tous soudés, on se parle, on rigole. Je mettrais aussi un plan de tente et de feu parce que c'était un quotidien qu'on a réussi à faire. Tous les soirs, on s'arrêtait vers 17h et on faisait notre quotidien. Il y en avait un qui montait la tente, il y en avait un qui faisait le feu, il y en avait un qui cuisinait. Et c'était c'était un rythme qu'on connaissait par cœur. Et puis on était rodés, quoi. Tous les jours, c'était la même chose. Donc forcément, on savait faire. Et ces petits moments auprès du feu où on chante des chants scouts et on prend du plaisir. Un soir, on avait fait un barbecue avec une planche en acier qu'on avait trouvée et on avait mis toutes nos légumes dessus et c'était un moment qu'on avait passé qui était hyper chouette. C'est fini pour Lyon-Istanbul, mais c'est une autre aventure qui démarre pour toi parce que tu vas faire avec toujours tes potes, les mêmes, 20 jours en autonomie totale dans un grand désert de neige. On est où exactement ? On est dans le Sarek. Le Sarek, c'est un grand désert de neige au-dessus du cercle arctique polaire, tout au nord de la Suède. C'est en Laponie, vraiment. C'est le plus au nord de la Suède qu'on peut faire. Et c'est un grand désert qui est assez connu pour ce type d'aventure-là. Ce qu'on appelle des ski pulka. C'est-à-dire, on part avec un grand traîneau, un ou plusieurs traîneaux et des skis, pour s'aventurer au milieu de nulle part. On prend les mêmes et on recommence pour une aventure totalement différente. Comment est née l'idée de cette aventure, de ce projet ?
Tout cette année-là, on l'avait préparé avant, quand même 6 mois à l'avance. Donc pour ce projet, on n'était plus que 3. On avait plus Henri Ternon qui était avec nous pendant le vélo, qui avait décidé, lui, il avait pas envie de venir pour la suite. Lui, il avait pas le temps de venir. Il avait le temps de venir que pour le vélo, donc on avait fait le choix de partir que pour le vélo avec lui. Et ce projet, on l'avait étudié. On voulait partir en Norvège, faire les fjords et faire du ski de rando dans les fjords, c'est-à-dire près de la mer. Et en fait, c'était fermé avec le Covid, donc on a décidé de changer un peu notre trip, mais de continuer quand même à faire ce qu'on avait envie de faire. Du coup, là, on est parti 20 jours en autonomie totale. On avait fait 180 sandwichs pour tout ce trip-là. Ah ouais, c'est une vraie tendance. Ouais. Il y a des petits tips pour ceux qui veulent repartir, faut pas mettre de salade dans les sandwichs parce que c'est pas bon au bout de 3-4 jours, la salade elle est plus très bonne. Mais ce qui est assez marrant, c'est que tout se garde en fait, limite ça gelait en fait, et du coup la journée on prenait les sandwichs du jour, on les mettait dans nos manteaux pour les réchauffer, et à midi on les mangeait un peu tièdes, on va dire, parce que sinon ça tenait pas quoi. Il faisait combien en termes de température ? La nuit, il faisait entre -10 et -20. Et la journée, c'était hyper variable. On a eu 8 jours de mauvais temps, donc 8 jours blancs où on voyait pas la différence entre la neige et le ciel. Et les nuages même juste devant nous, quoi. Je saurais pas dire, je pense qu'il faisait -5 peut-être, il faisait pas si froid que ça. Et puis après, on a eu du bon temps, et là, il faisait même, on a des journées où on était en t-shirt, donc je dirais qu'il faisait bien 5 degrés dehors, et en marchant, on n'a pas froid du tout, quoi. On ferme les yeux avec toi, Gaël. On est dans le Sarek, ce grand désert de neige au-dessus du cercle arctique. Ça ressemble à quoi ? Là, on est en train d'observer quoi ? J'ai envie de raconter une jour blanc, parce que c'est ça qui est rigolo. C'est les moments où on voit rien en fait. Donc on est là déjà, on se sent un peu seul parce que malgré le fait qu'on soit 3, on est au milieu de nulle part. Il y a du vent partout qui nous tabasse les oreilles. On peut pas se parler parce qu'il y a trop de vent. Le vent, il vient de devant nous, donc on avance doucement, on en a plein la tête. On fait des petits pas doucement sur la neige blanche. Quand on lève la tête, on voit à la fois des petits rochers qui dépassent, qui sortent un peu à droite à gauche dans le brouillard. On voit la neige qui frotte ces rochers-là et qui du coup blanchissent un peu une partie, la partie au vent du rocher. Nous, on se repérait vachement avec les cascades, donc on essayait à chaque fois de repérer un peu les cascades pour savoir où on était sur le plan, parce qu'on voulait pas utiliser nos téléphones dans ce milieu, et puis on captait pas forcément, donc l'idée c'est vraiment d'essayer de se repérer au maximum avec les éléments qu'on a autour de nous. Devant nous, on a un gaillard, derrière nous, on a un autre gaillard. On sait qu'on est ensemble, et pourtant, on peut se sentir un peu seul. Intérieurement, on est là à penser à notre vie, à penser à nos projets futurs. À la fin, on avait tous les 3 des projets différents dans nos têtes. Que ça soit des projets de professionnels, des projets plutôt artistiques ou des projets perso. Ça avait beaucoup cogité, et puis on en discutait de temps en temps dès qu'on pouvait. On discutait de nos projets, de faire évoluer. Il y en avait qui voulaient pas parler de leur projet, ils disaient non, j'attends que ça mûrisse un peu. Et d'autres qui parlaient complètement, qui disaient tout ce qu'il avait sur le cœur. Et puis finalement ils changeaient de voix. Chacun avait un peu ses projets en tête, et c'est ça que j'ai beaucoup aimé dans cette image que je veux partager, c'est que on était ensemble, on était 3 au milieu de nulle part, dans un grand désert de neige. On a croisé très peu de personnes pendant tout le trip. On a beau être à plusieurs, on se sent un peu seul. Et toi, ton projet, c'est lequel qui a mûri dans ta tête pendant ce trip en autonomie dans le Sarek, dans ce grand désert de neige ? C'est l'envie d'essayer de vivre d'aventures qui a commencé à monter, parce que en revenant, j'ai décidé d'appeler différentes personnes qui arrivaient à vivre de leurs aventures et savoir comment ils faisaient.
Donc on m'a répondu, il y en a qui font des livres, il y en a qui font des films, il y en a qui font des conférences, il y en a qui vont bosser à côté, qui vont faire une école, qui vont bosser en tant qu'ingénieur et qui vont prendre 2 mois sans solde. Chacun a un peu sa façon de faire. Et moi je me suis dit pourquoi pas essayer soit un combo conférence, film, livre. Mais déjà, je vais commencer par un film parce que j'ai envie d'essayer de faire ça et on va voir ce que ça va donner. Ce film-là, on en parlera tout à l'heure. Pour l'instant, nous sommes du côté du grand désert de neige au-dessus du cercle arctique, c'est le Sarek. Les 20 jours vont se terminer. Auparavant, j'aimerais quand même avoir ta bande-annonce de ce film-là que tu aurais pu tourner dans le Sarek. Elle aurait donné quoi, cette bande-annonce ? J'aime bien toujours commencer par un peu l'ambiance et faire un grand décor. Donc c'est avec un plan drone au-dessus d'un grand lac qu'on a traversé. Donc le lac était gelé, il y avait même de la neige par-dessus. Et nous, on avance là, au milieu de ce lac. On nous voit tous les trois avec les grandes traces derrière nous et rien devant. Donc c'est aussi ça la magie, c'est que on a tout à faire et il y a encore tellement de choses à découvrir devant nous. Grand soleil parce qu'on était dans la deuxième partie du trip. Au bout de 8 jours, il a fait beau presque tout le temps, donc c'était aussi un moment magique. J'avais jamais vécu ça dans ma vie, mais il y a vraiment du blanc partout, quoi. Les arbres sont blancs, tout est blanc, en fait. Tout partout autour de nous, c'est blanc. Il y a juste les rivières, les branches des arbres qu'on arrive à voir qui peuvent être vertes ou marron. Et donc ça fait des petites taches un peu de temps en temps. C'est assez joli à voir. On protégeait notre tente tous les soirs. C'était pareil, on avait un quotidien. On arrive, on pose les poulkas. Il y en a un qui prépare à manger. Il y en a 2 autres qui préparent des blocs et qui construisent, on va dire, une sorte d'igloo, mais que les murs autour de l'igloo. Et au milieu, on mettait notre tente. Donc on prenait 1 heure chaque soir pour faire ça. Au début, on aplatit un endroit et puis après, on va autour de cet endroit-là chercher des blocs qu'on va construire. Et on va faire des murs de 1 mètre, 1,50 m pour se protéger du vent parce qu'il y a des jours où il y a eu énormément de vent et parfois même les blocs était penché le matin, on se levait et je me souviens d'un jour où il disait mais pourquoi j'ai pas de place là, il y a un problème et on sort dehors et le mur était à 45 degrés. Il était pas tombé mais il était vraiment au bord de tomber, donc c'était un moment assez unique. Je pense que je mettrais aussi une image d'un mec qu'on a rencontré au début. C'est presque un des seuls qu'on a croisé dans ce trip. Lui, il faisait le Sarek tout seul. Il était sur la fin, il l'avait fait dans l'autre sens. Parce qu'il y a globalement des cercles, ils sont à peu près. Nous, on avait décidé de faire un truc où il n'y avait pas trop grand monde. Mais lui, il avait pris la voie un peu royale, on va dire. Et on le voit sortir de nulle part, parce que ce jour-là, c'était un jour blanc. Et il arrive près de nous, et il sort, et là, il est tout content, alors qu'il était tout seul pendant 20 jours. C'est lui qui m'a un peu aussi donné l'envie de partir seul, voir ce que ça donnait, de découvrir un peu cette solitude. Et il nous a partagé juste quelques moments. Il nous a dit devant il y a déjà des mecs qui sont passés il y a 3 jours. Il y a des blocs aussi. Il y avait des gens qui avaient déjà construit du coup des sortes d'igloo et de murs. Du coup parfois on arrivait le soir, on allait directement se mettre chez eux, mais globalement on a presque mis tous les soirs on a fait nos murs à part 2 jours sur les 20 jours. Cette rencontre, ce petit moment de partage, malgré le fait qu'on soit au milieu de nulle part, c'était assez intense en fait. On était tous heureux de partager ce moment-là, quoi. T'avais mis quoi dans ton sac à dos, dans tes affaires pour ces 20 jours en autonomie totale dans le Sarek ? Des gros duvets, moins 20 degrés, très important. J'avais un livre, j'avais un carnet de notes dans lequel je pouvais écrire. Tous les soirs, on écrivait chacun nos notes. Enfin, on était 2 sur 3 à écrire et c'était un moment que j'ai beaucoup aimé et qui m'a suivi pendant pas mal de temps derrière. Tu notes quoi quand t'es dans ta tente le soir ? Souvent, j'aime bien écrire l'ambiance toujours, donc je dis je suis dans ma tente, je suis allongé sur mon matelas gonflable qui commence à se dégonfler parce qu'il est crevé. Je suis bien au chaud, j'avais froid, mes pieds sont encore un peu humides et froids, mais je me sens bien. D'ailleurs, faudrait que je pense à les laver parce que là, ça fait 3 jours qu'on est parti. Si ça continue comme ça va pas le faire. Com et Albé sont à côté de moi, je les entends respirer. Com écoute de la musique et Albé écrit sur son livre. Je me sens bien là, au milieu de nulle part. J'entends le vent qui souffle sur la tente à l'extérieur et j'ai envie de rester là. C'est là que j'ai voulu que je veux être à ce moment-là, tout de suite maintenant.
Donc voilà, c'est vraiment chouette. J'apprécie ce moment-là. Aujourd'hui, on a passé une journée super sympa. C'est seulement le 3e jour et pourtant j'ai l'impression que ça fait déjà 2 semaines que je suis là. On a croisé ce petit bonhomme là, super sympa, avec qui on a pu échanger quelques mots. Une rencontre rapide mais intense. Je vais bientôt m'endormir parce que je suis crevé. Bonne nuit. 20 jours en autonomie totale dans le Sarek, un grand désert de neige au-dessus du cercle arctique que vous êtes allé découvrir. La suite, c'est du ski également. Cette fois-ci, on est sur du ski de randonnée en Suède. Donc là, normalement, l'idée c'était de partir en Norvège, mais coincé par le Covid, on est resté en Suède. Et on était en van, en fait, juste après le vélo, on a acheté un van qu'on a aménagé et on est parti du coup directement en direction de la Suède faire du ski de rando. Et ça, c'était un moment assez super aussi, quoi. On a eu de la neige à la fois bonne, à la fois très mauvaise. On a eu des jours des super jours, des jours pourris. On a tenté 2 fois d'aller faire le Kebnekaise, le plus haut sommet de la Suède, pour finalement y arriver au bout de la 2e fois. Mais la première fois, on s'est pris une tempête sur place, donc on a fait demi-tour. On est parti, il y a un jour, on voulait partir pendant 10 jours faire une petite expédition. On avait repéré une cabane sur la carte qui était pas très loin. On avait dit peut-être 1 à 2 jours de marche. Et le premier soir, on arrive, on monte et on n'arrive pas à avancer beaucoup parce qu'il y avait une grosse rivière qui était gelée et il y avait des cascades parce que c'était assez raide et on devait monter, nous, à cet endroit-là. Donc on décide de faire une pause, de se coucher. Et là, il y a eu beaucoup de cogitation, on a beaucoup réfléchi entre nous. Il y en avait qui voulaient, on était 3, il y en avait un qui voulait rentrer, l'autre qui savait pas trop, et moi j'avais vraiment envie de continuer, d'essayer. J'ai dit, ok les gars, je vais faire un test, je vais aller voir un peu le long de la rivière si on peut avancer. Donc ce soir-là, je suis parti avec ma lampe frontale. J'ai eu un pied qui est tombé dans la rivière parce qu'il y a la glace qui a cassé, donc je suis rentré. Je leur ai dit, bon bah les gars, vous avez peut-être raison, ça va pas le faire, on va devoir rentrer. Donc le lendemain, on est reparti. Et le soir, en arrivant au van, j'avais une grosse douleur au pied, j'ouvre ma chaussure et là je vois mon pied qui est mon pouce de pied qui était tout violet. Moi j'avais pas compris ce que c'était. Puis en me renseignant un peu, j'ai compris que c'était une petite gelure. Donc du coup, bain de pied, et puis tous les jours pendant une semaine, j'ai fait des bains de pied. Et aujourd'hui, mon pied va bien, mais voilà, petite frayeur dans ces pseudo 10 jours qu'on devait faire et qui sont transformés en 2 jours un peu catastrophiques. On se baladait en fait en van d'endroit en endroit et on posait le van et on restait 3 jours là et on faisait du ski de rando autour. Donc c'était des moments assez uniques parce que le van déjà c'est une vie qui est un peu plus agréable que sous tente. Donc le soir on avait du chauffage, on avait de quoi se doucher, c'était assez agréable. Et puis on pouvait aller un peu où on voulait, donc parfois on suivait la neige, on allait ok là-bas il y a beaucoup de neige, on y va. Et puis après on est resté, il y avait deux endroits un peu connus où on est resté et c'était vraiment chouette. Les bons moments c'est de partir le matin et puis de revenir le soir, même revenir à midi déjeuner au van, repartir l'après-midi et revenir le soir dans le van, c'était quand même assez extraordinaire. Et c'était presque après les 20 jours en autonomie totale dans le Sarek et après Lyon-Istanbul à vélo pendant 2 mois et demi, là c'était presque du luxe, ce trip-là en Suède avec le van, de pouvoir revenir de temps en temps entre midi et 2 pour manger dans le van, d'avoir le chauffage le soir, d'être non pas sous une tente mais dans un van pour dormir. Bah complètement, c'était vraiment du luxe. Mais pour nous, on se le disait, on disait mais c'est clair qu'on est vraiment trop bien là. La seule contrainte, c'est qu'on est 3 dans un van, donc c'est petit, donc on est confinés. Donc oui, il y a eu aussi parfois des petites engueulades, ce qui est normal quand on est H24 collés à 3 mètres les uns des autres. Mais on avait chacun notre petit endroit quand même. On avait un lit double et un lit simple qui était fixe et du coup on avait notre petit cocon, on va dire personnel. En Suède, c'est assez marrant parce que déjà il n'y a pas grand monde. C'est vraiment un pays qui est assez espacé. Les gens sont plutôt dans les villes, Stockholm, etc. Et nous, on était tout au nord, donc déjà c'est que de la forêt, que de la neige. On était tous les jours, on roulait sur la neige quand on roulait en
en van, c'était c'était assez mythique pour nous. Du coup, très peu de rencontres, alors que c'est un des endroits où on est resté le plus longtemps, quoi. L'idée c'était 30 jours de survie. On avait 3 objectifs principaux. C'était survivre, se nourrir de ce qu'on trouve, faire de la cartographie, donc aller marcher aux alentours et faire une carte de tout ce qu'on voyait et de faire un herbier, etc. Et faire un endroit où on puisse vivre et durable. Donc on avait l'idée de construire une maison en pierre, de faire des lits à proprement parler avec des branches d'arbres qu'on tressait, etc. Donc ça, c'était vraiment nos objectifs dans notre tête. Et la réalité nous a vite repris, c'est-à-dire on est parti le premier jour. On avait trouvé un spot sur internet, sur Google Maps. On avait zoomé et il y avait en fait un grand lac et on avait dit on remonte cette rivière-là pour arriver et se mettre tout seul. Et premier jour, on remonte la rivière et on se trouve un petit spot qu'on s'installe. Dans notre sac, on avait un duvet, une casserole pour faire bouillir de l'eau. On avait quand même pris un briquet, une scie, une hache, un couteau et 2 cannes à pêche, qui était presque le plus important pour nous. Et du coup, on a commencé à pêcher. Le premier jour, on n'a rien eu. Du coup, le soir, on mangeait des orties qu'on faisait bouillir. C'était pas très agréable. Et puis, dès le deuxième jour, on a commencé à faire une overdose d'orties. Parce que nous, on s'était dit, de toute façon, les orties, c'est bon, c'est le meilleur plat qui existe. Quand on regarde sur Internet, il y a plein de protéines, il y a tout ce qu'il faut, en fait, dans les orties. Mais des orties sans sel, bouillies dans de l'eau, un peu brûlées, parce qu'il y a le goût du charbon qui est en dessous. Aujourd'hui, j'en garde pas un très bon souvenir. Du coup, on a essayé de trouver d'autres solutions. Donc, on allait chercher parfois des escargots, on prenait du blé qu'on faisait griller, qu'on essayait de faire un peu de farine avec et mettre un peu d'eau. Donc, on a mangé comme ça. On arrivait à survivre pendant le deuxième jour. Le troisième jour, on repêche. Et là, gros poisson. Poisson-chat énorme. Moi, j'avais jamais pêché ça de ma vie. Il faisait la taille de mon bras, donc c'était un truc de fou. Et là, en 10 minutes, il était mangé, en fait. On l'a fait cuire et on a tout mangé. On avait décidé de juste garder une petite partie pour le lendemain. Mais le soir, on a déjà refaim, quoi. 4 heures après, on avait regain d'énergie et puis reperte d'énergie. Et là, je me souviens d'Albé qui arrive devant moi, c'était le 4e jour du coup, et il arrive devant moi et avec la main dans le dos, il me dit Gaël, j'ai un truc, c'est trop mignon, je sais pas si on peut le manger. Moi je lui dis c'est quoi? C'est une grenouille, un escargot, j'en sais rien, un hérisson. Et il me sort, c'était une tortue. Du coup il me dit on fait quoi? Je lui dis on la mange, hein. Donc on l'a fait bouillir, c'était pas un moment très agréable, mais on avait tellement faim en fait, on était là et on avait envie de manger quoi. Du coup on a mangé et puis on a appris derrière que c'était un animal très dangereux, enfin qu'il fallait pas manger avec les renards, c'est des animaux qui peuvent avoir beaucoup de bactéries. Du coup, on n'a pas eu de soucis nous, mais voilà, on s'est dit ok, peut-être qu'on aurait peut-être dû se renseigner un peu plus. 5e jour, on repêche un poisson et on en perd 2 autres. Donc là, à la fois gros coup d'espoir parce qu'on en pêche un et gros coup de désespoir parce que on perd un hameçon et on perd un poisson qui s'échappe au moment où on l'attrape. Donc ça nous a un peu mis un coup sur le moral. En fait, on était des loques, on avançait doucement, mais on pouvait quand même se déplacer et on arrivait à survivre. Cet objectif-là de survivre, il était bien là parce qu'on mangeait quelques petits trucs qui nous suffisaient à vivre, on va dire, vraiment à survivre. Mais on n'avait pas d'énergie et c'est ça qui nous manquait. Nous, on voulait absolument construire nos trucs construire notre beau territoire avec nos lits, nos murs, notre maison, quoi. Et on s'était dit, de toute façon, on construira plus tard. D'abord, on commence par se nourrir, avoir de l'énergie et ensuite on arrive à construire quelque chose, quoi. Le 5e jour au soir, Albéric vomit. On avait mangé une grenouille qui était un peu trop brûlée et il vomit rien du tout, bien sûr, parce qu'on n'avait rien mangé. Et du coup arrive le 6e jour et là on n'a rien trouvé à pêcher et on se dit allez, on redescend encore plus dans la rivière. Donc on essaye de repêcher, on trouve rien et on commence à parler de burgers, de frites et puis là on se dit quoi? Qu'est-ce qu'on fait Albéric, qu'est-ce qu'on fait là? Et on avait le van qui était pas très loin et du coup on est rentré au van. On a décidé qu'en 24 heures on allait repartir et on a créé ce projet-là du coup de relier les 2 plus hauts sommets de l'Albanie, de la Macédoine et de la Grèce. Parce que la Macédoine et l'Albanie ont le même sommet. Le plus haut, c'est le Korab qui est sur la frontière. On a vu des animaux incroyables. On a vu des traces d'ours.
C'est quelque chose qui m'a énormément un peu excité, on va dire, de me dire waouh, putain, il y a peut-être des ours autour de nous, c'est un truc de ouf. Et du coup, on était toujours sur nos gardes autour de nous à se dire il y a peut-être un ours par là. On a croisé aussi des sangliers, c'est un des meilleurs moments de ma vie presque. On était en train de s'installer à un campement et là, il y a 2 sangliers qui commencent à passer au-dessus de nous. Ils étaient obligés de passer par là parce que c'était une combe de rochers, on était dans la montagne. Et donc, il y en a 2 qui passent, 3, 4, 5. Et puis, il y en a 30 qui arrivent et qui passent à 30 mètres de nous, quoi. Et là, c'était un moment assez grandiose. Moi, je suis resté là, ébahi. On a pris plein de vidéos. On s'est dit, waouh, c'est un truc de fou ce qui se passe. J'avais jamais vécu ça de ma vie. Et après, il y a les marcassins. Il y en a 10 qui passent comme ça. Trop mignons. Il y en avait qui attendaient parfois devant et qui reniflaient. On voyait vraiment la nature à l'état pur. On était au milieu de la montagne et c'était un moment que j'ai trouvé magique. Il faisait beau ce soir-là. Le lendemain, c'était mon anniversaire. C'était un autre moment incroyable. J'en souviens, Albé m'avait préparé un petit gâteau. Et on était près d'un lac. On s'est baigné dans le lac en montagne. Et on a eu un coucher de soleil incroyable. Il y a le lieu, mais il y a aussi l'ambiance qui règne. Et puis, il y a aussi les personnes avec qui on est qui font que c'est des super moments, quoi. Après 1 an d'aventure avec tes potes, parfois à 4, parfois à 3, à 2, c'est déjà terminé. Vous avez fait Lyon-Istanbul à vélo, vous avez fait 20 jours en autonomie totale dans le Sarek, vous avez fait 4 mois de ski de rando en Suède, 6 jours de survie, 30 jours de trek entre l'Albanie, la Macédoine et la Grèce. Le voyage est terminé. T'en retires quoi de ce trip de 1 an avec tes potes et avec toi-même ? Ouais, c'était incroyable. C'était incroyable et beaucoup, malgré le fait qu'on soit à plusieurs, d'avoir appris sur soi en fait, énormément de se découvrir soi-même, de comprendre qui on est, de comprendre de savoir faire des choix, de savoir prendre des risques. C'est des choses que j'ai appris tout au long de ce voyage-là et puis de vivre ensemble, de savoir écouter les uns, écouter les envies des uns, les envies des autres. L'autre, il était au cœur de ce voyage. Pour autant, en toi, il y avait cette envie de partir en solitaire. C'est ce que tu as fait après cette année avec tous ces gaillards avec lesquels t'étais. T'es parti en solitaire pour notamment une traversée des montagnes du Haut Atlas marocain. Ça t'a renvoyé directement au poster qui t'avait motivé quand t'étais enfant malade sur ton lit d'hôpital. Ouais, c'est ça. Pendant le voyage, je me suis dit, mais Gaël, faut que tu fasses quelque chose par rapport à ça. Tu sais que c'est en toi, c'est quand même ton histoire, elle est là, elle est présente. Enfin, c'est peut-être le moment 10 ans après. Quand on a un cancer, on dit qu'on est vraiment guéri au bout de 10 ans. Enfin, on n'est jamais vraiment guéri, mais les 10 ans, c'est vraiment un gros step pour se dire qu'on n'aura pas de récidive et que ça reviendra pas. Et de rechute. Et du coup, ce moment-là, il était important quand même pour moi dans ma vie. Et du coup, j'avais décidé de partir faire la traversée du Atlas. Et c'est quand j'étais là-bas que j'ai dit, ouais, je vais faire quelque chose pour mon cancer. Je vais faire ce documentaire-là autour de ça et pouvoir partager un message d'espoir à toutes les personnes malades, mais aussi à des personnes qui ont des problèmes dans leur vie, qui ont des difficultés. Je pense qu'on a chacun nos propres difficultés. Et c'est important, du coup, de passer ce message d'espoir que c'est possible de s'en sortir, de croire en ses rêves. On y voit quoi dans ce film ? On voit toutes ces aventures, toutes ces rencontres. Qu'est-ce que tu as choisi ? Quelles sont les grandes scènes, les grands chapitres de ce film ? Y a les rencontres avec l'accueil berbère. Malheureusement et heureusement, je sais pas trop, quand j'étais chez l'habitant, je voulais pas filmer par respect. Et puis filmer des femmes au Maroc, c'est très mal pris. Donc je faisais attention à ça, mais pourtant dans le film j'ai voulu le transmettre quand même avec les voix off que je fais derrière, avec les quelques images que j'ai. J'ai aussi la partie avec mon cheval, ma jument, qui étaient des moments assez particuliers parce que moi j'avais jamais fait de cheval. Ce que j'aime dire, c'est que quand je suis arrivé là-bas, j'ai cherché un cheval costaud et gentil. Costaud pour porter mes affaires et gentil parce qu'à part une semaine de poney en 6e, j'avais jamais fait de cheval. Quand je suis arrivé là-bas, j'ai acheté un cheval qui était plutôt en bonne forme. J'avais pas envie d'acheter un cheval qui était où on voyait ses côtes, etc. Et puis j'ai essayé de le traiter de la meilleure des manières. Donc c'était des moments assez cocasses parfois. Elle s'appelait comment cette jument ? C'était Fniouna. Ok. Ça veut dire moustique en
en berbère. Et des fois, elle se barrait en courant et toi, tu devais aller la récupérer, c'est ça? Surtout au début, quand moi, j'avais pas encore compris comment ça fonctionnait. Je la voyais se barrer et je me disais, ok, je vais la rechercher. Jusqu'au jour où, un soir, je l'attache le soir avec je l'attachais à un pied et à un petit poteau et elle avait de quoi marcher et de quoi boire. Donc je l'attache et le matin, elle était partie. Donc pendant une journée, j'ai arboré tous les villages aux alentours. J'allais chez l'habitant. Je comprenais pas où elle était partie et j'arrivais pas. Personne ne savait où elle était. Personne ne l'avait vue. Personne ne l'avait entendue. Et à midi, on m'a dit si quelqu'un l'a entendu à 5h30 partir ce matin, juste avant le lever de soleil, dans cette direction. Donc je me suis dit ok, peut-être par là-bas. J'ai même fait du parapente dans cette journée. Je me suis dit peut-être que je pourrais la voir, mais en fait que des nids. C'était un peu me leurrer parce que je voyais rien du tout avec le parapente par rapport à la hauteur dans laquelle j'étais. Et finalement, donc je continue la journée. Je vais dans chaque village autour à pied. Donc là, j'ai dû faire 20 km ce jour-là à pied pour essayer de la retrouver. Et toujours rien, très peu de nouvelles. Et à 17h, je demande à un Marocain s'il veut bien me prêter sa moto. Et donc je pars un peu plus loin. Là, je vais à 10 km d'envergure, on va dire. Et dans la direction dans laquelle on m'avait dit qu'elle était partie. Et sur ma route, je croise quelqu'un qui me dit « Ah ouais, on l'a peut-être vu ce matin. Il y a quelqu'un qui aurait vu là-haut sur la montagne. » Donc je continue, j'avance et on me dit « Ouais, va voir ce mec-là. » Et donc je vais voir ce mec-là. Et il me dit « Oui, je sais où elle est. Je l'ai accrochée, elle est là. » Et je la retrouve le soir. Et c'était vraiment à tomber de la nuit. C'est-à-dire que je l'ai prise dans la main et 10 minutes après, il faisait nuit, quoi. Donc j'ai fait « Waouh, c'est tellement beau d'avoir fait ça à ce moment-là. » C'était une journée de l'enfer parce que un peu stressé par le fait que j'ai plus ma jument. Et parfois on me demande mais Gaël, est-ce que tu penses pas qu'on aurait pu te la voler? Et moi jamais j'ai pensé une seule fois qu'on puisse me la voler parce que vraiment le Maroc c'est un pays où les gens sont hyper se soutiennent entre eux, sont accueillants et puis voilà je me suis jamais posé la question de ça parce que je me suis dit mais c'est pas possible en fait. C'est pas un peuple qui va voler les chevaux et ils vont plutôt m'aider et il y a vraiment le téléphone arabe qui se fait d'habitude. C'est-à-dire que on peut savoir tout de suite. Donc je m'étais dit en fait je vais la trouver facilement, rapidement parce que tout le monde va dire qu'elle est là-bas. Et en fait personne l'avait vue. À part ce mec-là qui était à 10 km, donc un peu trop loin pour le téléphone arabe parce que les fils sont pas assez longs, mais voilà. Ce film, comment il s'appelle? On n'a pas eu le titre encore. Il s'appelle Le Poster. Et j'ai décidé, moi, à la fin de ce trip-là, de revenir, d'écrire mon poster, d'expliquer ce que j'ai eu, d'expliquer que j'ai eu un cancer, d'expliquer que je suis parti et qu'il faut croire en ses rêves. Et je suis allé le mettre dans l'hôpital dans lequel j'ai été guéri. Donc j'ai retrouvé même une de mes infirmières qui était là encore 10 ans après. Et donc c'était des moments assez touchants pour moi de retrouver ce monde-là. C'était quelque chose qui m'a un peu ému et j'étais content de le faire. Et aujourd'hui encore, je reçois des messages de mamans, d'enfants qui me disent merci d'avoir partagé ton message. Aujourd'hui, on a envie de continuer à fond et on va réussir à s'en sortir. Ce film-là, Le Poster, on peut le mater évidemment dans des festivals en lien avec l'aventure. On peut également te retrouver sur les réseaux sociaux, Gaël. J'ai mon compte Instagram, ça s'appelle Gaël Meunier. Mon site internet Gaël Meunier aussi. Et puis après, en ce moment, je fais énormément de festivals d'aventure dans lesquels je diffuse mon documentaire. Donc voilà, ce serait un plaisir de vous rencontrer aussi si vous avez entendu le podcast. Je suis toujours ouvert à l'échange. Et les différents sportifs ne s'arrêtent pas depuis ces voyages en solo ou avec tes potes. T'as fait entre-temps 3 jours dans le Finistère à vélo. T'as fait un tour dans les Alpes à parapente, à la rencontre du gardien de refuge, guide de haute montagne pour parler du changement climatique. Tu as même traversé les Alpes de Slovénie jusqu'à Nice, tout ça encore en parapente. Tu viendras nous en reparler, ça fera peut-être un autre épisode de ce podcast Les Aventuriers. Gaël Meunier, merci d'avoir été avec nous. Avec plaisir Florent, c'était un régal pour moi. Ton film Le Poster, on le découvre notamment sur ton site et sur tes réseaux sociaux. On va forcément donner toutes les infos dans la description de ce podcast, donc n'hésitez pas à aller cliquer un petit peu pour voir les liens qu'on vous propose. À bientôt Gaël.
À bientôt Florent, ciao. Si vous aussi, comme Gaël, vous avez envie de prendre place derrière ce micro des aventuriers, n'hésitez pas à nous le signaler. Gaël, c'est lui qui était venu à notre rencontre pour nous proposer d'avoir cette conversation. Vous aussi, vous êtes intéressé pour participer à cette aventure avec les aventuriers. Vous nous envoyez sur les réseaux sociaux des petits messages, également par mail, contact@lafabriqueaudio.com. Un podcast produit par La Fabrique Audio et TV5 Monde. À très vite, dans un mois, pour un nouvel ou une nouvelle aventurière. Salut. Les aventuriers. Un podcast de La Fabrique Audio en partenariat avec TV5 Monde. Pour retrouver des destinations à ne pas manquer, ainsi que les actualités du tourisme durable, rendez-vous sur le site voyage de TV5 Monde, voyage.tv5monde.com. Et pour plus de podcasts, lafabriqueaudio.com. Vous avez une aventure à nous proposer? Une destination à nous faire découvrir? Contact @lafabriqueaudio.com. lafabriqueaudio.com